Donc, merci beaucoup du coup de participer à cette rapide conférence du coup sur comment devenir un expert en durabilité. Donc, pour introduire tout ce dont on va parler aujourd'hui, je voulais juste rapidement vous prendre un petit peu de perspective. Parce qu'en fait, du coup, aujourd'hui, on a organisé cette journée de conférence pour fêter les 3 ans de création d'Ecolearn. Et il faut savoir qu'en fait, Ecolearn, du coup, a été créé par Patrick Dumière, Arnaud Herman et moi-même il y a 3 ans. Mais c'est la refondation d'un programme qui s'appelait les Masterclass 21, qui a été créé en fait en 2012 par Patrick Dumière lui-même tout seul, à l'époque où le développement durable c'était pas encore aussi à la mode qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les objectifs de développement durable, les objectifs de décarbonation n'étaient pas vraiment connus par les entreprises, etc. Et donc, il y avait très peu de gens. La première promo s'est faite à une douzaine de personnes. Et donc, la première mission d'Ecolearn dans sa première manifestation, c'était en fait de permettre à un petit groupe de gens de devenir directeurs et directrices du développement durable. Et en fait, du coup, on a commencé à construire. Donc, Patrick pendant une dizaine d'années, a construit ce programme progressivement, en essayant de toujours être à la pointe, en essayant de faire avancer les choses. Parce qu'en 2012, devenir expert en développement durable, ça voulait dire aussi expliquer qu'est-ce que c'était que le développement durable, et ça voulait dire construire qu'est-ce que c'est que le développement durable. Parce qu'en fait, le développement durable, ça fait partie de ces quelques secteurs académiques et scientifiques qui sont à la fois construits par les universités et les écoles et la recherche, qui ont une approche qui est plutôt macroéconomique, mais aussi et beaucoup par les entreprises qui prennent le sujet à bras le corps et qui traitent d'une manière beaucoup plus centrée sur leurs produits, leurs services, et d'une manière qui est beaucoup plus microéconomique et qui est compréhensible par les différentes personnes. Donc voilà, donc on a commencé Ecolearn au 1er janvier 2020 du coup, et notre première mission, c'était de réussir à passer à l'échelle cette fonction de directeur et directrice développement durable, parce que entre 2012 et 2020, les besoins avaient complètement explosé. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la masterclass direction durable, où on forme de manière structurelle 70 personnes par an, et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, du coup, chez Ecolearn, on s'est dit que c'était très bien et on était très satisfait de ça, mais que ça allait pas assez vite et que c'était pas suffisamment, que les besoins de la société, que ce soit les besoins des personnes comme vous qui souhaitent accélérer la transition de leur carrière, ou les besoins des entreprises et encore plus les besoins de la planète Terre tout simplement, étaient beaucoup plus importants que ça. Et donc, du coup, on a commencé à créer d'autres formations et à digitaliser ces contenus pour les passer à l'échelle, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et donc voilà, donc l'objet d'aujourd'hui, en fait, c'est de vous partager un témoignage qui ne soit pas des témoignages classiques, entre guillemets, de directeurs et directrices développement durable. Ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver soit sur nos webinaires, on l'a déjà fait plusieurs fois, soit en ligne. On va faire plein de témoignages, donc c'est quelque chose que vous retrouverez encore et encore dans toute nos documentations. Mais là, l'idée, c'est d'essayer, grâce à nos différentes témoins, de vous montrer qu'est-ce que c'est au plus près que la transition d'une carrière qui passe d'un métier non durable à un métier durable, et d'essayer de vous montrer que, je veux dire, il y a beaucoup de diversité, c'est pas toujours hyper facile, et d'essayer de voir en fait quel est ce parcours individuel, parce que c'est un parcours individuel de constat qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est une démarche progressive. Voilà. Et donc, du coup, je vais les laisser se présenter, mais juste pour introduire très rapidement, il y a du coup Julie Mamoun qui est en ligne, dont ça me fait immensément plaisir de recevoir, parce que Julie était notre toute première cliente et apprenante chez Ecolearn. Elle était là au tout début, là où au moment où on n'avait pas encore de formation, et elle était toujours motivée pour faire ça. Et aujourd'hui, elle a réussi à… Pardon, merci. Et aujourd'hui, du coup, elle a réussi à changer sa carrière, on l'espère en partie grâce aux formations Ecolearn. Ensuite, il y a Nawel qui a fait la formation Masterclass Direction Développement Durable, et qui avait un métier, elle le dira plus précisément, mais qui avait un métier, une compétence qui lui était propre, qui était un peu éloignée de la durabilité, et qui du coup a réussi à mélanger
son expertise en durabilité avec son expertise héritée de sa carrière passée pour réussir à devenir du coup une experte en durabilité. Et enfin, il y a Diane qui pourra partager son expérience sur le parcours que c'est, qui parfois facile, parfois moins facile, de la volonté de créer une offre en développement durable et les difficultés qu'on peut avoir à rencontrer quand on est obligé de créer ces offres. Donc voilà, donc merci beaucoup. Et je ne sais pas si Julie, peut-être, tu nous entends? C'est un peu notre première intervention à distance de la journée, donc. Oui, oui, c'est bon. Mon micro était coupé, mais c'est bon. Vous m'entendez aussi? Oui, oui. Oui. On part sur les présentations, c'est ça, Pierre? C'est ça. Donc, du Oui. coup, l'idée, Julie, si jamais tu peux, c'est de te présenter Oui, très bien sûr. rapide. Voilà. OK. Alors, voilà, Julie Mamoun, moi, je suis ingénieure agronome. J'ai passé en fait ma première partie de carrière en grande distribution. J'ai démarré en 2007 en tant qu'acheteuse sur une famille de produits en fait bruts, agricoles, hein, les fruits et légumes frais. Et donc, voilà, mes connaissances d'ingénieur agronome étaient intéressantes du coup pour mon poste, puisque j'avais une connaissance de l'amont. J'ai travaillé pendant 15 ans donc, en grande distrie avec un poste qui a évolué au fil des ans en catégorie management sur les fruits et légumes biologiques. Et c'est vraiment voilà, la famille à laquelle j'ai consacré le plus de temps sur cette première partie de carrière. Les fruits et légumes biologiques, c'était une famille assez stratégique en termes d'image. J'interagissais beaucoup avec les services qualité et RSE sur les problématiques d'amélioration des pratiques agricoles, de transparence des pratiques, par exemple avec la blockchain, de réduction des emballages, hein, il y avait beaucoup de plastique, et de juste répartition de la valeur. Donc, j'avais ce bagage ingénieur agro qui me permettait voilà, de bien saisir les enjeux de ces problématiques RSE sans pour autant avoir un bagage solide. Et donc, j'ai décidé de me former en 2020, du coup, première promo d'Ecolearn. Donc moi, je suis toulousaine, donc c'était aussi l'opportunité pour moi d'accéder à cette formation en distanciel. Et voilà, fin 2020, j'ai entamé la formation Les fondamentaux de l'entreprise durable. Et en fin 2021, j'ai basculé dans un nouveau poste, une nouvelle entreprise qui avait beaucoup plus de sens pour moi suite à cette formation. J'ai rejoint une start-up, le Drive to Nu. Donc, je suis toujours dans les achats, mais je suis passée maintenant dans voilà, une start-up qui cherche à développer la consommation responsable, la réduction, enfin, le zéro déchet. Et donc, c'est vraiment cette formation qui m'a permis voilà, de me sentir beaucoup plus légitime pour aller vers ce genre de structure. Voilà ce que je peux vous dire en présentation. Merci beaucoup, du coup, Julie. C'était un plaisir d'échanger. Donc, si je devais résumer en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Julie, et qu'est-ce qu'elle représente? En fait, Julie, ce qu'elle représente, c'est un petit peu ce que disait Fabien tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait dans une entreprise qui n'était pas forcément durable par essence et qui a décidé, pour des questions de sens, en fait, de rejoindre une entreprise qui était durable par essence. Et donc, pour ça, il lui a fallu du coup s'équiper et du coup, elle a tout en gardant son expertise traditionnelle, elle s'est équipée pour changer d'entreprise tout simplement. Voilà. Peut-être que, enfin, comme vous voulez. Du coup, Nawel, maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Nawel. J'ai travaillé pendant environ 10 ans en tant qu'avocate en cabinet d'affaires anglo-saxon, où je faisais du contentieux civil, du contentieux commercial, un peu de contentieux pénal et des restructurations d'entreprises. Et dans ce type de structure assez grosse, très institutionnelle, les clients ne sont pas forcément les clients les plus vertueux d'un point de vue environnemental et social. J'ai tenté de mettre en place des politiques RSE au sein des cabinets. Ça a fonctionné plus ou moins. Et puis, au bout de 9-10 ans,
il y a eu toutes ces questions de contentieux sur le devoir de vigilance des entreprises et notamment Casino qui s'est fait assigner par 9 ONG, notamment en Colombie, pour ses pratiques de déforestation. Et en fait, à partir de là, je me suis dit très bien, il y a sans doute quelque chose de plus à faire avec la casquette juridique. C'est pas seulement organiser un Green Committee au sein du cabinet pour sensibiliser les collaborateurs et les associés. C'est peut-être une pratique à mettre en place vis-à-vis des clients pour les alerter sur les pratiques ESG qui vont être demandées de leur part maintenant et d'ici quelques années. Et puis finalement, c'est aussi l'utilisation d'un aspect juridique pour servir autre chose. Et à partir du moment où je me suis posé cette question-là, je me suis dit, bon, il faut que je m'arme autrement, sans perdre mes compétences juridiques, parce que j'espère qu'elles vont me servir et au final, elles me servent toujours. J'ai notamment écouté des conférences de Burdeo, mais aussi d'autres cabinets. J'ai assisté à beaucoup de webinaires sur les reconversions et tout le monde disait, il ne faut pas jeter votre première expérience parce que justement, il faut réussir à capitaliser sur ce que vous avez déjà acquis, mais servez-vous-en pour vous rajouter une autre casquette et réutiliser ces compétences-là au service d'autre chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'ai la légitimité d'aller vers autre chose. Et cette légitimité, je l'ai trouvée via la formation, en l'occurrence avec EcoLearn, puisque j'ai suivi la Masterclass 21, qui est devenue Masterclass Direction Durable, qui m'a permis d'avoir un réseau assez phénoménal de personnes qui se sont trouvées en fait dans la même situation que moi, avec des parcours d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle et la volonté d'aller vers autre chose. Et en fait, en cours de formation, je n'avais pas forcément prévu ça, mais j'ai trouvé un boulot au mois d'avril, j'avais prévu au mois de septembre, parce qu'en fait, je me suis aperçue que le marché du travail en matière de RSE, développement durable, était quand même assez tendu. Et sans faire forcément de démarche particulière, j'ai été approchée notamment par une entreprise qui s'appelle donc VP White. Et il y a un département RSE au sein de VP White, mais qui fait de la RSE externe, donc pour nos clients. Et le discours du directeur développement durable a été de me dire, en fait, je ne cherche pas quelqu'un qui ait 15 ans d'expérience en reporting extra-financier ou en développement durable parce que je ne le trouverai pas. C'est très difficile à trouver. Et puis, en fait, ce n'est pas forcément ce que je veux. J'ai besoin de quelqu'un qui ait un bagage solide d'expérience professionnelle, qui sache manager une petite équipe et qui arrive avec des compétences pointues dans un domaine. Et en l'occurrence, le domaine juridique, ça m'intéresse. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et aujourd'hui, je travaille chez VP White donc depuis 8 mois à peu près. Je suis manager sustainability, c'est-à-dire qu'en fait, on est en charge vis-à-vis de nos clients de les aider à mener leur politique de développement durable, à les définir, à faire un diagnostic et puis aussi à les accompagner dans toutes les problématiques de reporting extra-financier en particulier. Et là, ça s'adresse aux grands groupes et aux sociétés cotées qui sont les premières à être soumises à la DPEF en France et qui demain seront soumises à la CSRD et à la taxonomie. Et là, j'ai vu que vraiment les compétences en matière juridique étaient essentielles parce qu'il faut savoir lire une directive européenne. C'est utile de savoir lire le journal officiel, de pouvoir décortiquer un décret, connaître la différence entre un règlement et une directive. Enfin voilà, plein de choses comme ça que j'essaye aussi de communiquer au sein du département, de faire des formations, même en matière juridique. Ça paraît éloigné, mais en réalité, on en parle tous les jours, on en a besoin tous les jours pour comprendre l'actualité. Et donc, en fait, on accompagne nos clients dans le cadre de leurs obligations réglementaires, mais aussi de manière plus proactive dans leur démarche de durabilité plus globale. Pour faire donc le reporting en matière sociale, en matière environnementale, le diagnostic de gouvernance de leur structure. Et on est approché de plus en plus par des PME qui sentent le vent arriver vers elles, et notamment avec la CSRD, et qui se sentent de plus en plus concernées, non seulement directement par la réglementation, mais aussi en tant que part d'une chaîne de valeur et d'une chaîne de fournisseurs ou de sous-traitants de ces grands groupes pour lesquels elles vont devoir aussi rendre des comptes. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a tout un écosystème qui se crée et qui est extrêmement puissant pour délivrer de l'information. Donc maintenant, la question, c'est comment la collecter, comment la vérifier, comment la consolider et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc on essaye de travailler main dans la main avec, donc dans mon équipe, le directeur développement durable qui a 15 ans d'expérience, qui a travaillé en reporting chez Veolia précédemment, et puis une autre manager dans l'équipe qui, elle, a une casquette d'auditrice. Elle a travaillé chez Deloitte avant, et elle, justement, elle apporte cette spécificité de savoir ce que vont chercher les auditeurs en matière extra-financière
quand on approche nos clients, on a aussi ce point de vue de ce qui va être attendu. Donc voilà, on forme une équipe plutôt complémentaire et je pense avoir trouvé ma voie pour le moment en tout cas. Trop bien, merci beaucoup Nawel. Donc moi, pourquoi est-ce que je voulais proposer à Nawel de participer aujourd'hui et de témoigner aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons là-dedans. La première, c'est ce qu'elle disait qui est hyper important, c'est-à-dire que quand on a un métier qui n'est pas dans la durabilité, le plus je m'éloigne de mes compétences de base, le plus je me fais junioriser. C'est-à-dire que le moins je suis attractif sur le marché du travail, le moins mon salaire sera élevé, le plus ça va être difficile, et aussi le moins je vais pouvoir revaloriser tout ce que j'ai fait. Et donc, du coup, se pose la question de la revalorisation des compétences. Et donc, du coup, ça, c'est une démarche, dans la démarche d'expertise, quand la conférence s'appelait « Devenez expert en durabilité ». Donc, évidemment, il s'agit d'avoir des compétences, mais il s'agit aussi et surtout de revaloriser des compétences existantes. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que, quand on est juriste, Nawel a mentionné tout ce qu'elle pouvait faire et tout ce que ça allait faire, et c'est vrai que ça pourrait être utile dans n'importe quelle industrie. Mais la façon dont il faut penser ça, en fait, c'est la notion de compétences fondamentales. C'est-à-dire que dans votre formation initiale ou dans vos expériences et dans vos expertises, vous avez appris des choses qui sont, si vous faites l'effort de l'abstraction, qui sont assez mécaniques en fait. Et il faut essayer de comprendre cette mécanique et de comprendre pourquoi cette mécanique est utile et comment est-ce que cette mécanique peut être réutilisée. On l'a déjà fait tout à l'heure et on va continuer à le faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de comparaisons possibles entre le monde du digital et le monde de la transformation durable. Dans le monde du digital, c'est des choses qu'ils ont très très bien compris. Ça s'appelle les langages de haut niveau et les langages de bas niveau. C'est-à-dire qu'une des écoles qui fonctionne très bien s'appelle l'école 42. Quand on fait l'école 42, on est obligé de faire du C et du C++. C'est du langage qui est donc très bas niveau, donc c'est quasiment des 1 et des 0. C'est à part pour l'industrie lourde, etc., c'est très très peu utilisé, c'est très très peu professionnalisant, ça ne sert à rien. Par contre, quand on sait faire du C ou du C++, et bien derrière, en fait, on comprend la mécanique fondamentale de la logique du code et du coup, ça nous permet de faire n'importe quel langage. Alors que si demain, j'apprends du HTML, par exemple, et bien en fait, c'est des langages qui périment parce que les technologies avancent, les choses changent terriblement vite. Et en fait, dans ces changements qui sont avec beaucoup de modes et de tendances, etc., il faut réussir à s'arrêter à des mécaniques fondamentales qui sont vos compétences et qui sont vos expertises que vous avez réussi en fait à développer au sein de votre formation initiale, mais aussi pendant toute votre vie. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, donc pour ceux qui sont en transition et qui réfléchissent à comment construire leur expertise, c'est vraiment, vous avez des compétences fondamentales qui sont à l'intérieur de vous et souvent la difficulté en fait c'est de les trouver, de les identifier et de les faire comprendre et de les faire valoriser. Voilà, parce que c'est des mécaniques et encore une fois, vu que c'est un gros travail d'abstraction, c'est pas toujours facile. Ensuite, il y a une dernière chose qui était hyper intéressante dans l'expérience qu'on a eue avec Nawel l'année dernière, c'était la notion qui est très chère à Patrick, qui est le fait que le développement durable soit quelque chose qui soit toujours en construction. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes ici, vous êtes assez convaincus, on est très loin de l'atteinte de la neutralité carbone, on est très loin de l'atteinte de nos objectifs sociaux et environnementaux. Il faut toujours augmenter l'ambition et voilà. Et donc, c'est quelque chose c'est une science du management qui est en évolution constante. Et donc, il y a un véritable travail de construction à réaliser et notamment en termes juridiques parce que toutes les nouvelles réglementations, elles sont en train de se créer et les gens qui sont juristes, ils se posent des questions très importante et assez récurrente sur le rôle du juriste. Enfin, si c'est de protéger les entreprises face à la loi qui veut protéger le monde, du coup, voilà, c'est difficile. Et donc, du coup, avec Nawel et avec une dizaine d'autres personnes des mêmes centres d'intérêt, en fait, on a construit des cercles de réflexion pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le rôle du juriste dans le monde de la transformation durable. Et ça, c'est quelque chose que je vous engage à faire aussi dans le cadre, encore une fois, de construction d'expertise. C'est-à-dire qu'il faut rester proche de votre expertise traditionnelle, essayer de la rendre le plus fondamentale possible et le plus bas niveau possible, entre guillemets. Et enfin, il faut vous entourer de gens qui ont les mêmes challenges que vous pour essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce que vous pouvez mobiliser ces compétences pour transformer les choses. Parce que, encore une fois, il y a tellement de transformations et tellement de changements que vous avez une pierre à apporter à l'édifice, surtout si vous avez des connaissances annexes sur la durabilité.
Voilà, merci beaucoup Nawel. Et maintenant, du coup, je vous propose d'écouter le témoignage de Diane qui a suivi une autre formation. Alors, moi, mon parcours, il était très, très rectiligne, hein. J'ai accompagné des centaines d'entreprises dans le pilotage de la performance financière. Et puis, je pense que j'aurais pu continuer comme ça longtemps et il y a eu la pandémie. La pandémie, exit l'économie au ralenti, exit les divertissements. Le point positif, c'est que j'ai beaucoup discuté avec mes enfants. Et malgré tous mes efforts pour leur donner un avenir radieux, je me suis dit, oula, effectivement, c'est pas terrible. Alors, je ne pouvais pas agir sur le confinement, je ne pouvais pas agir sur la gestion des retraites, je ne pouvais pas agir sur la dette colossale qui a été contractée pendant ce temps-là. Par contre, il y a un sujet sur lequel je pouvais intervenir et tout le monde peut intervenir, c'est les changements climatiques et la perte de biodiversité. Bon. Une fois qu'on a le déclic, on sait qu'on veut agir et on voit déjà comment on peut agir puisque le pilotage de la performance financière, c'est bien. Le pilotage de la performance financière durable, c'est encore mieux. Donc, il y a l'étape, après, je prends quelle formation? Donc, efficacité, intelligence de la formation, rapidité. Donc là, je me suis tournée vers Ecolearn pour pouvoir faire cette mutation et pour pouvoir apporter plus à mes clients et donc de pouvoir… donc moi, j'ai suivi les 2 formations, les fondamentaux de l'entreprise durable. Donc, très, très bien pour démarrer puisque ça donnait toute j'allais dire en français, la big picture de la durabilité, le socle, tout le vocabulaire, parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même toute une période où la partie RSE était réservée à des gens qui n'avaient pas forcément envie de le partager avec d'autres, hein, soyons clairs. Des gens aussi comme moi ou comme d'autres qui n'avaient pas qui n'avaient pas saisi l'urgence du climat, peut-être, hein, peut-être tardivement, mais vaut mieux tard que jamais. Et puis après, une fois qu'on l'a, il faut se lancer très, très vite dedans. Donc voilà, donc en fait, il y a tout ça qui fait que maintenant, je suis prête et j'ai démarré et notamment Arnaud et Coleurne nous ont aidés à démarrer sur la première mission qu'on a eu à faire, puisque la deuxième formation que j'ai faite, c'est le consulting durabilité, après les fondamentaux de la durabilité. Et on était la première session, donc des petites choses à ajuster. Et là, au lieu de nous laisser tomber derrière, on a été accompagnés sur notre première mission chez un client pour pouvoir aller au bout et livrer quelque chose de, si ce n'est parfait, au moins tout à fait honorable à nos clients. Et maintenant, je pense que la problématique, peut-être dans la tête de beaucoup d'entre vous, comme je l'avais moi, c'est est-ce que je vais y arriver? Sortir de sa zone de confort, c'est jamais facile, hein. Et est-ce que je vais y arriver, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui papotent, j'allais dire, sur le sujet, qui papotent. Alors, c'est bien, dans les dîners mondains, c'est génial, hein. On est RSE, on est sustainabilité, on est tout ce que vous voulez. Maintenant, le déclic de comment je fais, comment je compte, comment j'y vais, avec quel outil, qu'est-ce que je propose. Donc, tout ça, c'est la plus-value de sociétés de conseil qui doivent l'apporter. Il y a beaucoup de gens qui se lancent aussi derrière Ecolearn dans la partie freelance, mais en fait, à chaque fois, toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont fait les formations Ecolearn, c'était je fais une pause dans ma vie et je veux changer quelque chose. Après, il y en a qui sont plus ou moins rapides pour trouver leur voie, mais ça, c'est pas le problème, hein, parce que tout le monde va finir par le trouver. Mais je pense qu'on est en amélioration continue sur ce domaine. Donc, il faut sauter dans l'eau. Il faut sauter dans l'eau. Peut-être on boira la tasse une fois, peut-être on la boira 2 fois, mais il faut y aller. De toute façon, il faut y aller parce que rester dans la théorie, ça ne sert à rien et on n'y arrivera pas. Voilà. Moi, j'ai la chance, je pense, d'avoir un domaine qui est assez naturellement lié à la durabilité, parce que si vous voulez changer vos camions diesel par des camions électriques, il faut faire un investissement. Un investissement, ça veut dire du financier, ça veut dire l'inscrire au budget. Donc, quelque part, moi, je me suis retrouvée dans les discours du DAF de Thalès de dire la finance doit se saisir du sujet. Pas qu'elle, mais la finance doit se saisir du sujet. Voilà, j'étais un petit peu longue, excusez-moi.
Merci beaucoup, Diane. Moi, dans le témoignage et l'expérience qu'on a vue avec Diane, j'ai deux choses qui m'ont marqué et qu'il faut que je voulais inviter ici. C'était la première, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la notion d'assertivité. C'est-à-dire que pour les gens qui sont en développement durable, c'est une question qui est souvent aussi, je suis désolé de dire ça, mais c'est souvent assez lié au genre. Il y a pas mal de gens qui ont du mal en fait à assumer cette prise de position qui est surtout qu'il y a des gens qui ça peut se faire à l'intérieur même d'une entreprise. Hein. Il y a pas mal de gens chez Ecolearn qui restent dans leur entreprise et qui veulent changer de métier au sein de leur entreprise. Et donc là, la négociation et l'assertivité et affirmer ce qu'on veut et dire que c'est ce qu'on veut et que ce qu'on veut c'est ça et c'est pas différent et que vous pensez que c'est mieux pour vous, pour votre carrière et pour la planète, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et qu'il faut mettre en place et qui est difficile. Et d'ailleurs, la notion d'expertise, si on revient sur le sujet de la table ronde aujourd'hui, c'est en fait l'expertise, c'est à la fois évidemment une expertise, une connaissance très précise d'un sujet et la capacité à aller au bout des choses, etc. Mais c'est aussi la capacité à l'affirmer, parce qu'un expert qui n'est pas reconnu comme un expert, enfin une experte ou un expert qui n'est pas reconnu comme une ou un experte, c'est voilà, c'est pas forcément existant. Et du coup, voilà, il y a vraiment un, un vrai sujet, un vrai trajet personnel pour réussir en fait à affirmer son expertise et à l'assumer et à la rendre incontournable en fait par rapport aux gens. Et bah, il y a des gens qui vont l'accepter, il y a des gens qui vont moins l'accepter. C'est pas tous les jours facile, mais en tout cas dans le trajet, que ce soit dans le trajet de formation ou dans le trajet de construction du parcours individuel, travailler sur son assertivité, c'est extrêmement important pour pouvoir justement arriver à ça. Et enfin, ce que disait Diane et qui est absolument essentiel à mes yeux, et ça vraiment, on y tient beaucoup, beaucoup, et c'est pour ça que je voulais terminer les témoignages là-dessus, c'est en fait, l'expertise, ça se fait en faisant, quoi. Je veux dire, le développement durable, c'est quelque chose de très, très macro à la base. Je veux dire, on parle de la planète Terre, on parle de la société, on parle du sociétal, etc. Donc, c'est hyper intéressant, c'est très théorique, mais la difficulté aujourd'hui des gens qui managent la transition durable des entreprises, c'est prendre ces concepts qui sont extrêmement macro et les tirer très près du sol jusque dans les opérations quotidiennes des entreprises et dans le métier quotidien des gens et dans votre métier. Et ça, c'est un travail qui se fait. Donc, évidemment, nous, on a plein d'outils, de concepts, de connaissances en tout genre qui permettent de faire ça. Mais finalement, c'est quelque chose qui ne se construit. C'est une expertise, c'est une façon de faire, un savoir-faire, pardon, qui ne se construit que par l'expérience du terrain. Et ça vient avec l'assertivité parce que quand on veut expérimenter quelque chose sur le terrain, eh ben, on a toujours tout un tas d'obstacles et tout un tas de bâtons dans les roues qu'il faut réussir tout simplement à dépasser, quoi. Donc voilà, et ça rejoint aussi la question qui était posée sur la problématique des PME tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est d'autant plus difficile avec les PME qui ont un quotidien toujours ancré du coup dans cette microéconomie, et du coup c'est vraiment ce dialogue entre les deux. Et du coup vraiment, enfin selon moi vraiment l'expertise en développement durable, c'est la capacité du coup à prendre des sujets qui sont généralistes et à les tirer dans le quotidien. Tu voulais ajouter quelque chose, Tiens? Oui, tout à l'heure, il y a eu une question sur les PME et les ETI. Et en fait, tout le monde est obligé d'y aller. Pourquoi? Parce que quand on est une petite société de conseil, on n'est plus pris en tant que fournisseur si on ne sait pas sortir un certain nombre de ratios RSE. Donc, en fait, il faut arriver justement à arrêter la légende de la RSE et dire, bon voilà, pour les PME, qu'est-ce qu'on peut faire de manière efficace et rapide? Parce que le budget, il n'est pas là. Hein. On n'a pas le budget de L'Oréal ou Total pour une PME. Donc, il faut des outils rapides et essentiels pour la base. On est en amélioration continue, on complétera les indicateurs, mais au moins avoir le minimum pour pouvoir répondre aux grosses sociétés et donc pouvoir rester fournisseur des grosses sociétés. Voilà, c'est le scope 3, on y passe tous. Voilà. Après, on pourra, parce que le sujet des PME et tout ça, merci beaucoup, Diane, pardon. Et le sujet des PME, etc., on pourra, si vous êtes intéressé, on pourra en rediscuter ultérieurement, mais c'est un vrai sujet à part entière qu'il faut traiter parce que, en plus, les nouvelles réglementations prennent tout le monde, que ce soit par la remontée de filière, du coup, la remontée de la chaîne de valeur par les notations en tout genre et les scope 3, etc., mais aussi avec les nouvelles réglementations, la CSRD, etc. Et est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît?
est-ce que ça marche? Excusez-nous. Donc rapidement, en fait, du coup, je commence sur un slide. On a évoqué du coup différents parcours avec des gens qui ont fait différentes formations. Et en fait, nous, je voulais aussi vous parler comment est-ce que nous on construit toutes ces choses et toute cette expertise en durabilité. En fait, on les construit de deux manières différentes. On a une approche qui est digitale, qui en fait a pour objectif de donner donc les savoirs, savoir-être et savoir-faire. Donc, quand on dit les savoirs, c'est-à-dire toutes les connaissances. Les savoir-faire, les savoir-être, c'est essentiellement du réseau. Et c'est ce qu'on disait, c'est sur l'assertivité, la capacité à pitcher, la capacité à expliquer clairement des sujets complexes, la capacité à embarquer, etc. C'est des choses qu'on arrive à faire de manière digitale. Et enfin, les savoir-faire, c'est-à-dire tout simplement des outils à mettre en application. Et donc tout ça, c'est des choses que, en fait, on estime que qu'on peut le faire de manière digitale. Et c'est la formation qu'a faite Julie, parce que déjà, ça permet une accessibilité plus large, ça permet un prix plus faible, etc. Et en fait, tout ça, ça permet de compléter une connaissance ou une compétence déjà existante. Ensuite, on a développé, donc ça permet en fait d'avoir un niveau généraliste et ça permet du coup de valoriser, entre guillemets, de sublimer votre compétence déjà existante. Donc, par exemple, Julie, c'était les achats. Elle l'a complété de cette connaissance généraliste en durabilité et du coup, ça lui permet d'arriver à cette nouvelle à ce nouveau métier. On a une deuxième façon de faire aussi, c'est les formations en présentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on veut atteindre vraiment une expertise qui est pointue, c'est les formations, par exemple, que Diane et Nawel ont fait. Quand on veut avoir une expertise qui est très pointue, on a besoin on estime chez Ecolearn qu'on a besoin d'avoir ce savoir-être et savoir-faire nécessaires. Du coup, c'est le background minimum, entre guillemets. Et aussi, on a besoin de se rencontrer en présentiel parce que, en fait, tout simplement, le présentiel, ça donne déjà, ça permet des échanges, ça permet une mise en réseau, une mise en relation et des échanges qui sont beaucoup plus forts. Et ça nous permet aussi d'avoir accès à des témoignages d'experts beaucoup plus forts que ceux qu'on pourrait avoir tout simplement en digital. Et je voulais rapidement clôturer cette présentation sur le lancement d'une nouvelle formation dont on est très fier, parce que je vais rapidement revenir du coup sur cette notion de formation généraliste. Donc, on a fait cette formation généraliste au 1er janvier 2020. On a repris en gros 10 ans de formation en direction développement durable. Donc, 10 ans de formation en direction développement durable. On a pris toutes ces connaissances et on l'a digitalisé. Et ensuite, on s'est retrouvé avec une formation qui s'appelle les fondamentaux d'entreprise durable, qu'un certain nombre d'entre vous ont réalisé ici. Et donc ça, c'était juste avant le Covid. En gros, on l'a développé pendant le Covid. Et sauf qu'entre-temps, on s'est aperçu que, même si cette formation était hyper utile et toujours pourra fonctionner encore pour des années et des années, puisqu'on la met toujours à jour, on s'est aperçu qu'entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023, il y a eu des changements de paradigme fondamentaux dans la société. Par exemple, le découplage, je ne sais pas si vous connaissez la notion de découplage. Donc, le découplage, c'est la façon de décorréler les externalités négatives, donc par exemple les émissions de gaz à effet de serre et la création de richesse, la croissance d'une entreprise. Le découplage, au 1er janvier 2020, c'était hyper à la mode et il y avait quelques chercheurs et quelques membres de l'Union européenne qui disaient que c'était un peu bizarre comme concept, mais que pourquoi pas, quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes tous au courant, le découplage en 2023, c'est vachement plus tendancieux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que le découplage, ça va être vraiment compliqué et qu'il va falloir trouver d'autres concepts, d'autres outils, d'autres façons de faire. Pareil sur la biodiversité, avec la biodiversité a pris beaucoup plus d'importance. Pareil sur le social, on s'est aperçu, notamment avec le Covid, avec l'effondrement des chaînes de valeur, etc., que le social a pris beaucoup plus d'importance. Et du coup, chez Ecolearn, en tant qu'entreprise à mission, même si on avait un produit qui fonctionnait, au lieu d'essayer de lancer de nouvelles chaînes, etc., on a décidé en fait de refondre complètement ce produit qui est un produit phare et qui est c'est le cœur du réacteur, entre guillemets. Et du coup, on va lancer cette formation qui s'appelle du coup Manager la durabilité en entreprise, qui va du coup permettre de reprendre toutes ces bases sur qu'est-ce que c'est que la transformation durable, tout simplement. Et c'est quelque chose qui, du coup, est en ligne et ça va être le présupposé pour nos formations en présentiel telles qu'on fait Nawel, du coup, qui a fait la formation de masterclass direction durable, qui est plutôt pour, du coup, ce qu'elle disait sur des postes de direction et de management au sein d'une entreprise pour accompagner le déploiement d'une entreprise durable, les métiers verts, comme disait Fabien,
ou pour accompagner la transformation d'une entreprise, au sein d'une entreprise, et l'autre formation en présentiel, qui est celle qu'a fait Diane, c'est-à-dire conseil en transformation durable, pour être en fait d'un point de vue extérieur, pour ce que mentionnait Caroline, c'était tout ce qui est consultant, manager de transition et tout ce que fait People for Impact, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de toutes ces choses que je vous ai mentionnées? Ou des sujets que vous aimeriez approfondir ou aborder, ou est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ou des questions à nos témoins sur leur parcours? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Oui, Julie? Julie, est-ce que tu aurais une question, une remarque à rajouter peut-être? Ça va être plus compliqué. Non. Moi, j'ai une remarque. Les croyez pas quand ils vous disent que le fondamental de la durabilité, ça dure 10 ou 20 heures. C'est 200 heures. Si vous creusez tous les sujets, si vous faites tous les exercices qui sont non obligatoires, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps, mais c'est intéressant, c'est à creuser. Mais ne comptez pas sur 10 ou 20 heures, je ne sais plus à combien vous l'avez mis, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous voulez vraiment tout faire et tout creuser et avoir une bonne base, il faut prévoir plus de temps que ça. Donc ça, c'est en effet, merci du coup Diane du sujet. C'est une des raisons pour lesquelles en fait on a recréé Manager la durabilité en entreprise aussi, c'est que on avait un problème structurel, c'est que la durabilité ça prend beaucoup de temps. Les gens ont des niveaux de connaissances qui sont très variables. On a des gens qui sont absolument experts dans un domaine et pas du tout dans l'autre. On a des gens qui s'y connaissent, qui ont une culture générale très développée, d'autres non, etc. Et donc en fait, on a une pédagogie qui s'adapte. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire que ça s'adapte aux gens en fonction de leur disponibilité, de leur envie, de leur curiosité, de leurs connaissances préexistantes. Et donc, on a développé ça et on s'est dit, voilà, 15 minutes, c'est le minimum. Et en fait, en effet, comme dit Diane, du coup, c'est annoncé, je ne sais plus, une vingtaine d'heures sur le CPF, quelque chose comme ça. Et après, les gens, ils passent une centaine d'heures et après, ils sont pas contents parce que, du coup, voilà, on a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Ah non, non, moi je suis très contente, mais simplement parce que j'ai appris plein de trucs. Mais simplement, c'est vrai qu'on y a passé plus de soirées et plus de week-ends que prévu. Et le résultat vaut la chandelle, quoi. Enfin, ça vaut le coup. Mais c'est pour ça que je dis, non, moi c'est plutôt, c'est pas cher pour tout ce que vous allez apprendre. Mais du coup, voilà, mais si je reviens là-dessus, donc on avait ce problème de navigation de l'information, parce qu'en fait, du coup, il faut une des compétences fondamentales, et c'est d'ailleurs ce que disait Nawel quand elle parlait de Légifrance, du journal officiel, etc., c'est qu'en fait, une des capacités premières des gens qui font du développement durable, c'est une capacité à naviguer l'information parce que il y a une mise à jour permanente et constante, et du coup, c'est toujours difficile de naviguer cette information. Et du coup, ce qu'on a fait pour manager la durabilité en entreprise, c'est que on a créé 2 parcours. On a créé un parcours doré on s'est assuré, on a fait des tests encore et encore et encore, on s'est assuré que si on fait que le parcours doré, c'est 15 minutes maximum. Et donc, voilà, une vingtaine d'heures. Je crois que maintenant, c'est 30, parce qu'on a même un peu augmenté la durée. Et par contre, une fois que vous passez dans le parcours vert, là, du coup, vous pouvez vous laisser perdre autant que vous le souhaitez, sachant que de toute manière, c'est aussi ça qu'on estime dans la création d'une expertise, c'est-à-dire que je pense que c'est vrai pour tous les domaines, mais c'est tout particulièrement vrai pour la durabilité. Si on veut se créer une expertise, c'est nécessaire de pouvoir continuer à se former en continu. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure. C'est important de continuer à se former. Et même si on ne fait pas des formations continues, c'est toujours important de se rafraîchir la mémoire, faire des choses, se tenir au courant de l'actualité et tout. Et du coup, nous, la formation Manager la durabilité en entreprise, on l'a donné accès, en fait, une fois que vous avez accès toute votre vie. Comme ça, vous pouvez recreuser. Parce que c'est vrai que ce que disait Diane sur les 200 heures, maintenant, c'est d'autant plus vrai que du coup, on a 3 ans d'expérience en plus, où on n'a fait que ça, construire des formations. Donc, du coup, c'est un peu un trou sans fond, quoi. Et du coup, voilà, on a décidé en fait de faire un parcours doré qui dure 15 minutes pour que les gens puissent avancer dans leur vie et puissent pas rester coincés là-dessus. Mais par contre, voilà, on y donne accès toute la vie. Comme ça permet de naviguer en fonction de vos besoins professionnels. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, vous faites un job, demain, vous allez changer, après-demain, vous allez encore changer. Et du coup, vos besoins vont changer. Et donc, ça vous permettra de naviguer en fonction de vos besoins professionnels au jour le jour. Et puis, ça vous habituera de toute façon à aller rechercher toute l'information et à passer des heures, parce que là, nous, on vient de lancer une offre taxonomie EU pour les entreprises non financières, avec tous les textes qu'il y a, tous les textes de l'Union européenne, tous les
Les décrets, il faut savoir creuser, il faut savoir passer le temps nécessaire pour devenir justement expert sur un sujet et pouvoir partager aussi avec ses pairs. Et ça, je pense que ça, c'est très important sur les formations EcoLearn, c'est qu'on garde des contacts, on peut reparler à toutes les personnes qui ont fait la formation avec nous. On est tous là alors qu'on n'est pas de la même formation, la même date en tous les cas. Et puis, il y a un truc qui est fabuleux, c'est les webinaires mensuels. Parce que c'est donne une rapidité, une visibilité sur les problématiques macroscopiques et de géopolitique et qui sont liées à l'actualité. Donc là aussi, ça permet d'aller rechercher et recreuser les sujets après, mais c'est assez fabuleux. Donc voilà. Merci Diane. Donc en effet, on a des webinaires mensuels qui sont gratuits et ouverts à tous et qui sont, qui font un décryptage de l'actualité. Le prochain est la semaine prochaine et il y en a un une fois par mois. Et c'est vrai que ça permet de se remettre à jour et c'est sympa parce que c'est Patrick qui fait la synthèse pour vous. Mais sinon, c'est vrai que pour revenir sur les compétences de qu'est-ce que c'est qu'un expert en durabilité, c'est quelqu'un, et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans nos différentes formations, c'est quelqu'un qui est capable d'être noyé sous l'information et d'en tirer la substantifique moelle. C'est une capacité de lecture sous forme de scan, c'est un esprit de synthèse, c'est une capacité à détecter le vrai du faux, voilà un peu le greenwashing, tout ça et tout. Et ouais, et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait une question là-bas. La capacité aussi, une fois qu'on l'a intégré, décortiqué, il faut savoir le simplifier pour l'expliquer à ceux qui n'ont pas le temps d'aller lire tous les textes et pouvoir le rendre possible pour tout le monde. Bonjour, Laure-Marine Janel. Moi, je suis directrice du développement durable chez Vive3. On a 1700 établissements de soins dans le sanitaire et le médico-social, entreprise mutualiste. Et je me demandais si vous aviez aussi des approches sectorielles. Et sinon, pourquoi? Et deuxième question qui va avec celle-ci, ce type de formation, c'est vraiment pour des cadres et des personnes qui sont sur des fonctions transverses, ou bien on peut aussi, je ne sais pas, moi j'ai un directeur d'établissement d'un EHPAD ou d'une clinique, est-ce que ça peut aussi s'adresser à ce type de profil? Merci pour votre question. Alors, comment répondre à votre question? Est-ce qu'on fait des formations sectorielles? La réponse, c'est ça dépend. C'est-à-dire qu'on construit un catalogue de formations. Donc là, on a évoqué que les formations qui sont le cœur de métier d'EcoLearn, qui sont le management de la durabilité. On les développe aussi par métier et aussi par secteur. Et en fait, on fait ça en fonction, vu qu'on a une équipe limitée, on est quand même une trentaine de personnes avec plus de la moitié en produit uniquement pour développer des nouvelles formations. Si on a une demande, évidemment, on y répond. Après, on a plusieurs façons d'y répondre. Soit on intègre ça directement dans le produit, soit on co-construit ça avec la personne qui le demande, parce qu'il y a aussi une question de partager la connaissance et de la mettre accessible à tous. C'est-à-dire que nous, on est experts de durabilité, on s'associe avec des experts métiers et des experts sectoriels pour permettre de co-construire ça, pour co-construire des parcours ensemble. Donc ça, c'est la première réponse. Donc la réponse est oui, c'est une demande sectorielle et c'est quelque chose qu'on voit. Je parlais des évolutions entre 2020 et 2023. En 2020, les gens, ils voulaient connaître ce que c'était que la durabilité. Maintenant, ils veulent ce que c'est, typiquement en décarbonation. Maintenant, ils veulent connaître ce que c'est que la durabilité et la décarbonation, mais dans leur secteur d'activité, parce qu'ils veulent se comparer avec ce qui est comparable, ils veulent comprendre réellement. Et c'est là où on voit qu'il y a une montée en maturité de nos interlocuteurs en général. Et ensuite, sur la deuxième partie de la question qui est à qui est-ce qu'on s'adresse, du coup, si je devais résumer, quand on a créé EcoLearn, on a commencé à former les directeurs et directrices des développement durable. Ensuite, on a commencé à former les chargés de mission RSE et les gens en compétences générales transverses. Et ensuite, on a fait tous les managers et tous les employés. Et donc, cette démarche en fait de cascade, de haut en bas, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on fait surtout sur la décarbonation, sur les achats, sur le social, etc. Parce qu'en fait, il y a 3 facteurs clés de réussite dans une optique de formation. Ouais. Il y a 3 facteurs clés de réussite dans une optique de formation. Le premier facteur clé, c'est l'adéquation entre le niveau d'opérationnalité
de la formation et de l'interlocuteur. C'est-à-dire que si on fait du COMEX, il faut que ce soit extrêmement stratégique. Si on fait du manager ou de l'employé, il faut que ce soit quelque chose qui puisse améliorer dans son quotidien. Dire à quelqu'un de prendre des décisions stratégiques alors qu'il n'en a pas le pouvoir hiérarchique, c'est extrêmement frustrant et c'est pas bon. De parler du micro-détail à quelqu'un qui est extrêmement stratégique, c'est pas bon non plus. Donc voilà, donc il y a ce niveau d'adaptation qui est nécessaire. Le deuxième, c'est le temps et le volontaire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens à qui on s'adresse soient les bonnes personnes. Donc, soit ils soient motivés, soit ils soient intéressés, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le développement durable, mais qui sont complètement motivés parce que c'est des risques. Enfin, le développement durable, c'est des risques, c'est sa motivation. Par exemple, dans le médico-social, il y a un vrai sujet sur le recrutement, je crois. Et typiquement, quelqu'un qui en a rien à faire du développement durable, mais qui structurellement galère à recruter dans son établissement, d'un coup, du jour au lendemain, ça va résoudre tous ses problèmes. Il va être passionné de développement durable si ça lui permet de résoudre ses problèmes, quoi. Donc voilà, donc il faut s'adresser aux gens pour bien les motiver. Et enfin, il y a cette notion que je mentionnais sur l'assertivité, c'est-à-dire que c'est vachement, l'assertivité, c'est ce qu'il faut avoir quand on est obligé de se battre, mais c'est vachement plus agréable de ne pas être obligé de se battre et de tous avancer ensemble d'un mouvement commun. Et du coup, voilà, c'est la notion d'autoriser, de soutenir et d'avoir un soutien du leadership, quoi. Et du coup, si on aligne tout ça, après, généralement, ça va tout seul. Et surtout, ça permet de… En fait, la formation, c'est une plateforme. Nous, on a pas mal de clients qui sont des consultants et qui passent par nous pour faire ça. Parce que la formation, en fait, c'est une plateforme de discussion et d'échange pour créer une culture commune et une volonté d'avancer ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Trop bien. Je crois que c'est bon. Voilà, une dernière question peut-être? Laurent Hutin-Minéo. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez abordé qui me semble extrêmement important, c'est le scope 3. Le scope 3 dans le bilan carbone. Alors, pourquoi c'est le plus important? D'abord, c'est très souvent un trou noir dans le bilan carbone d'une entreprise parce que c'est effectivement le plus difficile à bien appréhender. Donc, du coup, c'est le gros levier de greenwashing pour ceux qui veulent en faire, hein, et Dieu merci, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais c'est aussi là qui est le plus gros gisement d'amélioration d'un bilan carbone, même si c'est le plus compliqué à évaluer correctement. Merci. Alors, merci beaucoup. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la meilleure transition possible parce que je crois qu'on a la table ronde sur la décarbonation juste après la pause.